Isa, sana kisa laisa, ratserenatap kenau safati vazazao, nefaradnia nakasfaisa no anaranao, fataizanaramun petrakazawaise, anenino na izanya. Laisse errer mes doigts dans la mousse où le bouton de rose brille, écrivait Verlaine. Bouton de rose, bouton d'amour, le clitoris est le seul organe humain dédié entièrement au plaisir. Souvent synonyme de volupté, de bonheur, de jouissance, ce petit bout de femme est parfois considéré comme une excroissance à couper. 200 millions de femmes dans le monde ont subi une ablation du clitoris, une excision. Près de 60 000 d'entre elles vivent en France. Des femmes blessées à vif, blessées à vie, dans leur intimité, au plus profond d'elles-mêmes. J'ai voulu aller à la rencontre de ces femmes, dire leur douleur, laisser la souffrance et la violence s'exprimer, comprendre, et puis dire non. Non à cette pratique qui met en danger la vie des femmes. Non à cette pratique, parce qu'aujourd'hui, toutes les 4 minutes, une petite fille est excisée dans le monde. Je m'appelle Alimata, j'ai 34 ans, je suis française originaire du Sénégal et de la Mauritanie. J'entendais cette phrase, je me souviens encore, il va falloir que ça se fasse, il va falloir que ça se fasse. J'avais 5 ans, donc je ne pouvais pas imaginer que c'était ça, je ne savais même pas que ça existait. Et ma mère disait, c'est prévu que ça se fasse. Quoi? Je ne savais pas, mais c'est prévu que ça se fasse. Et ça s'est fait. Une tante est venue me chercher pour m'emmener voir une femme âgée. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un morceau de pagne taché de sang à même le sol, sur lequel une jeune fille était allongée. Elle avait les jambes écartées et on appliquait une pommade à l'intérieur de son sexe. Puis, mon tour est arrivé. L'exciseuse m'a demandé de m'allonger et je l'ai fait sans sourciller. Ensuite, elle a sorti un couteau et ce fut le début du cauchemar. C'est comme ça que mon excision a eu lieu. On m'a extirpée de l'enfance pour m'amener dans le monde adulte. J'avais la taille d'un enfant, je ressemblais à un enfant, mais dans ma tête, je n'étais plus une enfant. Je suis sortie de l'innocence pour entrer dans la violence, dans la barbarie de la vie. L'excision, une violence faite aux femmes. Comme Alimata, elles vivent en France, sont nées ici ou ailleurs, et ont subi une ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres. Une pratique traditionnelle, un geste qui laisse souvent des traces indélébiles. Je m'appelle Fanta Sangaré, j'ai 54 ans. Vous avez été excisée? Oui, j'ai été excisée à l'âge de 6 ans. Donc avec d'autres petites filles qui avaient à peu près le même âge que moi. C'est une douleur qui reste? C'est une douleur qui est ancrée, à l'intérieur de moi.
que je peux pas effacer, malheureusement. Quand l'excision s'est organisée le matin très très tôt, on nous a réveillés. J'étais pas la toute dernière, mais entre les dernières à passer. Je voyais chaque fois que quand la fille elle était coupée, quand elle sortait, elle pleurait et elle était portée par des femmes parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Quand c'était mon tour, ce qui m'a surpris et choqué, c'était le fait qu'il y avait plusieurs personnes autour de moi. Une dame qui me tenait derrière et une autre qui me tenait les jambes pour que je ne bouge pas. Et l'exciseuse qui était penchée avec son couteau sur moi. Et puis, j'ai pas été anesthésiée, hein, j'ai pas été anesthésiée. Le couteau qui servait à couper a été à peine nettoyé parce qu'on passait à la queue leu, à peine rincé. Donc, on était coupé comme ça, à vif. À un moment donné, comme j'ai trop bougé, le clitoris a échappé des mains. Donc, je voyais les petits bouts d'organes qui sautillaient. Donc, ils l'ont récupéré très rapidement et puis ils sont sortis avec. Et puis le sang qui giglait, que je voyais gigler. Donc, ça m'a beaucoup fait peur. C'est horrible, c'est atroce. Je ne peux pas comparer l'atrocité de l'excision. La douleur physique, la douleur mentale. On décrit avec des mots, mais il n'y a pas de mots pour décrire au fait. Il n'y en a pas. Comment dire la douleur vécue dans sa propre chair, dans cet endroit le plus intime? Comment dire la douleur qui se transmet de mère en fille dans le plus grand secret? Des millions de femmes coupées, mutilées, de génération en génération. À quand remonte réellement cette pratique? Est-elle rattachée à une croyance quelconque? Où trouve-t-elle son origine? Autant de questions qui m'amènent à rencontrer une femme au doux nom de Sérénade. Je m'appelle Sérénade Chafik, j'ai 51 ans bientôt. Je suis d'origine égyptienne. Je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans. Je suis la seule femme de ma famille qui n'a pas été excisée sur peut-être 10 générations. Quand on parle de l'excision, on croit toujours que c'est l'Afrique subsaharienne, mais on nomme jamais le pays où ça a commencé en réalité. On a trouvé des fresques pharaoniques qui relataient des excisions. Et donc, c'est bien avant les 3 religions monothéistes que cette pratique serait née au bord du Nil. Sérénade, pourquoi vous n'avez pas été excisée? Je n'ai pas été excisée parce que mon père n'a pas voulu. Mon père a des origines qui ne sont pas égyptiennes. Ce qui fait que je suis parmi les 2 ou 6% de femmes égyptiennes qui ne sont pas excisées. L'excision se transmet dans la famille. On est élevés tout ensemble et c'est la tradition d'aller beaucoup chez la grand-mère maternelle qui, elle, voulait que je sois excisée. Mon père avait lancé un ultimatum à ma mère qui elle-même était excisée. Il lui a dit, le jour où elle sera excisée, ça serait le jour de ta répudiation. Donc votre papa avait une grande influence quand même sur les femmes de la maison. Oui, comme il était le premier gendre dans une famille où il n'y avait pas d'homme, puisque ma grand-mère était veuve à l'âge de 42 ans, et bien forcément ce qu'il disait était écouté, puisque par tradition on écoute les hommes, surtout quand on est femme. Où est-ce qu'on excise le plus? Alors, là où on excise le plus, c'est le Soudan, Éthiopie, Somalie, Mali, Guinée, et en Égypte, c'est 94%. À savoir quand même que plus on va dans le sud de l'Égypte, plus la forme de l'excision va être la plus radicale.
puisque non seulement on va couper tout le sexe féminin, les petites lèvres, le clitoris et les grandes lèvres, mais en plus on va aussi coudre pour que la jeune fille ne puisse pas avoir des relations sexuelles hors mariage. En Égypte, qui pratique le geste de l'excision? Si on n'a pas les moyens, on va faire appel à un barbier qui va, avec une lame rasoir, couper la petite fille juste avant la puberté, vers 8 ans. Si on a de l'argent, on peut le faire dans une clinique privée. La loi n'est appliquée que dans le secteur public. Ce n'est pas interdit dans le privé. Et ça se fait. Il y a très très peu de procès en Égypte. Les médecins légistes donnent les certificats de décès des petites filles qui meurent sous les lames des rasoirs sans même questionner sur cette hémorragie-là qui a amené le décès. Donc la situation, elle évolue pas beaucoup, voire même il y a eu des régressions avec le temps. Vous savez pourquoi on excise? Dans le discours populaire, on a dit que cette partie chez la femme est impure parce que, ayant un clitoris qui est érectible, ça ne serait pas des vraies femmes. Il y aurait une part un peu d'homme en elles qu'il fallait enlever. Et donc, pour la rendre plus femme, on enlevait le clitoris. Des traditions millénaires affirment que chaque enfant à la naissance serait doté d'une part féminine et d'une part masculine. Le clitoris ferait penser au sexe masculin et le prépuce de l'homme aux petites lèvres du sexe féminin. Excision et circoncision permettraient à chacun des deux sexes d'éliminer la part de l'autre qui est en lui et de lutter ainsi contre le mélange des genres. On a fait des similitudes en disant, voilà, chez le garçon aussi, on fait une circoncision. Sauf que ça n'a rien à voir. Et là, je ne suis pas en train du tout de justifier ça non plus, mais sur les conséquences, c'est pas la même chose. Enlever juste de la peau de prépuce, c'est pas la même chose qu'enlever tout un organe. C'est l'excision, l'équivalent, ça serait l'amputation du garçon de tout son sexe, du pénis. Amputation, castration, ablation, l'excision, une mutilation sexuelle féminine, punie comme un crime grave en France et dans la plupart des pays occidentaux. Dans certains pays, cette pratique, bien qu'interdite, demeure tolérée et elle est rarement sanctionnée par la justice. Et pourtant, effectuée sans leur consentement sur des mineurs, le plus souvent âgés de 4 à 14 ans, parfois sur des nourrissons, cet acte est une violation des droits humains. Pourquoi marquer à vie l'intimité de ces fillettes, de ces femmes en devenir? Je suis Diarra Touba, âgée de 30 ans et je suis d'origine de Guinée-Conakry. Vous avez été excisée à quel âge? J'étais excisée à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, en Guinée, dans un village très perdu de la Guinée, par une dame qui était venue voir ma grand-mère. Je l'ai accompagnée, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec 3 autres femmes. En fait, ils avaient des atouts planifiés ensemble. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la nature avec eux. Et ils m'ont excisée un matin. Moi, je me souviens de tout, de tous les détails. Et c'est ça aussi l'excision, c'est que quand vous êtes excisé, c'est une image qu'on ne peut jamais oublier parce que c'est quelque chose de tellement douloureux qu'on débat. Moi, je débattais beaucoup pour qu'on ne m'excise pas.
J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup pleuré. Et pendant 3 semaines, en fait, j'ai saigné. On me lavait avec l'eau chaude pour que ça guérisse, parce que nous, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de médecin. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir une affection, mais je sais qu'il y a d'autres filles dans ce village qui avaient des affections ou bien qui avaient beaucoup de sang, voilà, qui perdaient beaucoup de sang. Ça sert à quoi l'excision? Moi, ma grand-mère m'a pas expliqué pourquoi on m'a excisé. On m'a dit que ça fait partie de la vie de tout le monde, qu'une fille, pour qu'elle devienne plus tard une adulte, il faut qu'elle soit excisée. Après, l'argument, c'est de dire que la virginité chez nous est importante et aussi il faut qu'elle soit propre. C'est-à-dire que propre d'une façon, c'est-à-dire une femme qui n'est pas excisée, celle qui est excisée, celle qui va faire à manger, pour eux, c'est pas quelque chose de... C'est birakoro, on l'appelle, c'est une phrase qui sort beaucoup en Afrique. On dit, elle n'est pas pure, quoi. Et pour la rendre pure, il faut qu'elle soit excisée. Rite de purification, rite initiatique, rite de passage à l'âge adulte. Les femmes, les mères, les grands-mères, les tantes se font un devoir d'organiser en cachette cette cérémonie. En Afrique, excepté en Égypte, ce sont aussi les femmes, celles que l'on appelle les exciseuses ou les forgeronnes, qui procèdent à la mutilation. Un acte risqué pouvant entraîner infection, septicémie, hémorragie ou pire encore le décès de l'enfant. Malgré tout, pour toutes ces femmes elles-mêmes excisées, le plus important est de perpétuer cette tradition. L'excision, c'est même pour faire du bien à leurs enfants dans leur mentalité, pour qu'elles soient comme toutes les femmes, comme toutes les filles africaines. Parce que dans la tête d'une femme africaine, si la fille n'est pas excisée, ce n'est pas une vraie femme. Et qu'elle est considérée comme, à la limite, le mot, je n'aime pas le dire, mais comme une pute, excuse-moi. Quand on a un clitoris, dans leur tête, c'est ça. On fait cela pour des raisons irrationnelles. Dans un premier temps, on va vous dire que c'est pour que la fille reste vierge jusqu'au mariage, pour éviter qu'elle ait un enfant avant le mariage, ou on va vous dire que c'est pour éviter que les femmes, elles aillent à droite à gauche, un peu comme des animaux qu'il faudrait castrer. Certes, ce sont des femmes qui font ça à des petites filles, ce sont les mères qui amènent leurs enfants se faire exciser, mais les pères ne sont pas loin, les hommes ne sont pas loin. Je dis souvent, ce sont les femmes qui ont les mains en plein dedans, mais les hommes, ils guettent au loin. C'est très, très, très souvent cela. C'est très injuste de dire que ce sont les femmes qui torturent leurs filles, puisque c'est toute la société qui leur demande de préparer les jeunes filles à tous les critères du mariage. Et l'excision est un critère important, puisque les hommes refusent de se marier avec des femmes impures. En Égypte, on ne parle pas d'excision, on parle de purification. Les hommes, ils disent que c'est une affaire de femmes, qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Quand les femmes organisent l'excision, ils ne se mêlent pas. Or, pour moi, l'excision est pratiquée, organisée et faite au nom des hommes. Parce que quand on dit que la femme, elle doit être coupée, elle doit être cousue après pour qu'elle reste vierge le jour du mariage, c'est par rapport aux hommes. Quand la femme elle est coupée, elle est diminuée, sa sensibilité, son plaisir est diminué et altéré, pour moi, c'est par rapport à l'homme. Et le clitoris, c'est quoi? C'est un organe de plaisir. Hein? Donc, quand on n'a pas cet organe-là, on est diminué. Donc, on n'a pas de plaisir en clitoridienne. Pour moi, ce n'est pas qu'une histoire de femme. C'est surtout une histoire d'homme. Les hommes ont voulu mettre la main sur le contrôle. Contrôler les femmes, c'est extrêmement important, surtout dans des pays où les hommes sont tenus de faire preuve de virilité continuellement, tout le temps. Ils sont à l'épreuve de la virilité. Et en plus de ça, dans beaucoup des pays où existe l'excision,
la polygamie est là. Et pour satisfaire 3-4 épouses, il faut dominer sa sexualité, pas seulement son corps. C'est aussi dans le plus intime qu'on va aller la brider pour pouvoir prouver à la société qu'on est un homme. Un homme ne peut pas faillir au lit. C'est pas possible. Il peut pas. Il faut que, pour satisfaire 3-4 femmes, il faut toujours qu'il soit au plus haut de sa forme et au plus haut de l'ostentation de sa virilité. L'excision, une affaire de femme, une affaire d'homme, mais avant tout une affaire de société. Cette tradition transmise depuis des millénaires a modelé les comportements, les mentalités, a instauré des normes. Sortir de la norme fait peur. Peur d'être écarté de la communauté. Peur de casser un schéma dicté par une société patriarcale. Pour lutter contre l'excision, il faut être à l'écoute, accepter d'aller vers l'autre, sans a priori, sans jugement. En France, débats et rencontres avec des associations permettent d'échanger sur la complexité de cette coutume. Vous pouvez prendre place. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour parler sur l'excision, les méfaits de l'excision et surtout ce qu'il faut pour qu'on puisse abandonner cette pratique. Moi qui est là, exactement, en fait, j'ai essayé d'avoir la curiosité d'avoir une femme excisée et une femme non excisée. Donc, j'ai fait ces deux femmes-là. Normalement, je ne devais pas faire la polygamie, mais en fait, c'est juste par curiosité, j'ai essayé de faire ça. Et je vois pratiquement que la différence, il y a une grande différence au niveau, que ce soit au niveau de la naissance des enfants, que ce soit au niveau des plaisirs aussi, j'en ai vu plein. La femme excisée, franchement, il est très très difficile d'avoir ce sentiment de haut niveau. En fait, elle n'a pas beaucoup de demandes. Elle n'a pas beaucoup de demandes. Or, celle qui est non excisée, elle a plus de demandes. Juste un petit touche seulement, elle a des sensations. Elle donne l'envie et elle donne le courage à l'homme de rester et de résister et d'avoir l'envie de continuer. Or, celle-là qui est excisée, elle est là, elle ne sent rien du tout. Elle ne sent rien du tout. Tu fais ce que tu veux, après tu t'élèves, c'est fini. C'est fini. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec celle qui a été excisée et même celle qui n'a pas été excisée? Elle ne sait pas parce qu'elle a été excisée, elle ne sait pas le moment où elle a fait, elle était toute petite, elle ne sait même pas. Moi, je le suis. Je ne sais pas comment sont les autres filles. Pour moi, je suis faite normalement. Et du coup, je me suis mariée et j'ai pas eu le problème je ressens rien. Parce que pourquoi? Parce que là où je ressens pas, c'est-à-dire au niveau du clitoris, ça se développe autre part. Et je sais pas trop comment ça fonctionne chez les autres femmes. Moi, personnellement, je me sens bien comme je suis. Ça m'a jamais gênée en soi parce que je le sais pas. Et ça s'est fait pendant que j'étais bébé. Maintenant, après, je sais qu'en 1980, 85, comme ça, on a commencé à faire la chasse aux femmes qui le faisaient. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, ça doit être dangereux, mais sans plus. Moi, ce que je rajouterais, c'est quand j'étais à Nara, au Mali. Une dame, elle a dit l'excision, on sait que ça fait du mal. Mais pour nous, nos arrières ont été excisés. Et on ne se pose pas la question, on doit continuer. Et elle rajoute, elle dit, d'ailleurs, la fille que tu vois là, elle a été excisée et on l'a fermée. Et au mariage, on a été obligé de l'ouvrir au couteau. En fait, c'est des vieilles forgerons qui font cette pratique. Ce sont des vieilles. Donc, le chef de famille, il n'est au courant de rien. Donc ça, c'est des choses qui se passent comme ça. Vous savez très bien que les filles sont quand même excisées. Donc, au fait, c'est une espèce de pouvoir que vous exercez sur ces femmes-là. Elles pensent qu'elles doivent continuer à faire cette pratique. Si vous vous dites, moi je ne veux pas que mes enfants aient des femmes excisées, on ne sera plus considérés comme des impurs. On n'aura plus honte d'abandonner cette pratique. Vas-y, Lassana. Oui, malheureusement, j'ai une femme excisée. J'ai 4 filles. Je me suis battu pour que mes filles ne soient pas excisées. Malheureusement, à la naissance de la première fille, c'est ma femme qui m'a demandé
qu'on trouve une vieille dame pour l'exciser. Heureusement, on est en France. J'ai été informé. Si on était au village, malheureusement, je ne serais même pas au courant. Mais bon, comme on est là, elle est obligée de passer par moi pour qu'on cherche une exciseuse. J'ai dit non, je suis contre. On est dans un pays où c'est interdit. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente, donc, mais j'ai dit c'est comme ça. Si jamais si tu le fais, je vais te dénoncer à la police. Et c'est à travers nos campagnes de sensibilisation à Montreuil, on a toujours favorisé l'implication des médecins, des sages-femmes, des infirmières, pour qu'ils nous expliquent les méfaits de l'excision. Et je peux dire, ma propre femme a été convaincue après. Et aujourd'hui, elle est contre. Elle téléphone à ses sœurs au Mali de ne pas exciser leur fille. Alors qu'au début, c'est elle qui était pour. Mais avec cette campagne de sensibilisation, elle a compris que tout ce qu'on a dit sur les conséquences de l'excision, elle s'est rendue compte, elle dit c'est vrai. Tout ce qu'on dit c'est vrai, parce qu'elle a été excisée. Elle a eu des filles, elle a eu des enfants. Accouchement dangereux pour la mère et l'enfant. Césarienne quasi obligatoire. Risque de fausse couche. Rapports sexuels douloureux. Souvent, les conséquences de l'excision accompagnent les femmes tout au long de leur vie. Je pense à la poétesse somalienne Dahabo Ali Muse. C'est ce que ma grand-mère appelait les 3 peines féminines. Elle disait que le jour de l'excision, la nuit de noces et la naissance d'un enfant, c'est la triple peine féminine. Et si je dois parler de ma nuit de noces, j'espérais caresses, tendres baisers, étreinte et amour. Non, jamais. Ce qui m'attendait, c'était douleur, souffrance et tristesse. J'étais étendue sur mon lit de noces, grondant, blessée, comme un animal, une victime de la peine féminine. Diariatou, votre mari, vous l'avez choisi? Comment ça s'est passé? Dans mon cas, c'est que c'était un monsieur qui est venu voir mes parents. Il m'a vu comme ça, il m'a dit « je vais te marier ». Au début, je ne voulais pas du tout ce mariage, mais ma mère elle m'a dit qu'il fallait que j'accepte le mariage parce que voilà, elle, sa vie n'a pas été facile. Et surtout, elle pensait le bien pour moi. Elle pensait que si cet homme me mariait, m'amenait ici, tout se passerait bien. Même si je suis contre le mariage forcé aujourd'hui et le mariage arrangé, ça aurait pu se passer bien. Mais quand un homme il en a 45 ans et que nous, on a 14 ans, on ne connaît rien, on ne sait même pas c'est quoi la vie. Et après, c'est la virginité. Il fallait prouver que j'étais vierge. Dans quel contexte? C'est-à-dire, c'est un peu comme une viole parce que c'est quelque chose qu'on ne m'a jamais préparé. Pour beaucoup, c'est une souffrance aussi quand on est excisé. C'est-à-dire que quand on a des rapports intimes, à ce moment-là, on peut pleurer parce que c'est douloureux. Parce que à la fois, j'avais affaire à quelqu'un de très violent, en plus beaucoup plus âgé que moi, que je n'avais pas choisi. Et puis, plus le temps passait, c'est ce climat de la violence qui régnait entre moi et cet homme, c'est-à-dire les insultes, les coups, etc. quoi. Dès le début, je tombais enceinte. Et là, je passe 9 mois de grossesse. J'étais heureuse comme toutes les femmes. Je pensais que j'allais donner la vie. Parce que chez nous, une femme qui a des enfants, tu t'es mariée, après il faut avoir des enfants. Tant que tu n'as pas des enfants, c'est comme si ton statut n'est pas confirmé. Parce que tu as tellement la pression autour qui dit « Ah oui, la femme, faut qu'elle a des enfants, tout ça ». Du coup, moi, je me suis dit « Ah, enfin, je vais avoir quelque chose avec lui. Peut-être qu'il va être plus gentil, peut-être ça ira mieux. » Mais malgré tout, c'est là où il m'insultait encore plus, où il me battait quand je préparais quelque chose qui ne lui plaisait pas, il me battait. Il faut savoir que je ne savais même pas préparer, puisqu'à l'âge de 13 ans et demi, on ne m'a pas appris chez moi à préparer. Moi, c'est mes parents qui préparaient. On avait une grande marmite pour plus de 40 personnes pour manger, vous voyez. On préparait 12 kilos de riz par jour, donc moi, je n'ai jamais fait à la cuisine chez moi. Et donc, il me battait beaucoup par rapport à ça. J'avais mal au ventre, il m'a amenée à l'hôpital en disant « Non, mais arrête, calme-toi, il n'y a pas que toi qui es enceinte, tout ça ». Et là, on m'a entourée avec beaucoup de médecins autour de moi. Et ils m'ont dit « Ça fait 20 minutes que votre bébé est morte ». C'est lié avec l'excision parce que le corps reste fermé.
Je pense que c'est dans mon vécu, même si aujourd'hui j'ai beaucoup de recul, c'est les trucs les plus douloureux. C'est qu'on m'a ramené un bébé qui était mort vivant, qui ne pouvait ni pleurer, ni téter, ni me regarder dans les yeux, alors qu'il y avait des femmes dans la chambre où j'étais qui avaient le bébé, qui avaient leur bébé qui était vivant. Des ans plus tard, j'ai retombé de nouveau enceinte jusqu'à 3 mois. Le bébé, il était mal formé et donc après, ils m'ont enlevé le bébé. Et là, je pense que c'est là où j'ai basculé. J'avais tête d'un enfant, corps d'une femme. Je me laissais aller. J'étais dans la vie, mais j'avais l'impression que j'ai glissé vers autre chose. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me laver pendant des semaines. Et la nuit, quand tout le monde dort, moi, j'ai mangé. J'ai regardé la télé, donc j'ai pris plus de 140 kilos à ce moment-là. Et vraiment, c'est être mort-vivant, quoi, d'être fâché au monde, de dire qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça. Donc, je passais le temps beaucoup, je pleurais beaucoup. Il n'y avait rien qui m'accrochait à la vie, vraiment. En fait, jusqu'à un soir où j'ai regardé la télé, quand j'ai vu des femmes qui parlaient de leurs histoires, notamment une Marocaine qui parlait de son mariage forcé, comment elle a pu s'en sortir, là, elle a parlé des associations et des assistants sociaux. La nuit a été longue parce que j'ai dit, ah oui, donc on peut s'en sortir en France, il y a des aides, il y a des gens qui peuvent nous aider. Après, j'ai essayé d'aller à la mairie, je trouvais une dame qui était très patiente, très gentille. Je les ai dit, ça faisait 4 ans que je vivais ça, j'avais l'impression d'avoir vécu 40 ans d'une vie. Elle m'a dit, waouh, je ne sais pas par où commencer. Elle m'a dit, mais je ferai ce que je peux pour vous aider. Donc, j'ai sorti avec beaucoup d'espoir. Et en fait, à partir de là, je n'ai plus regardé derrière. Je dis, soit tu t'en sors, tu vas te reconstruire en étant vivant, soit tu vas mourir parce que si tu continues comme ça, c'est la mort qui t'attend. J'ai annoncé que j'allais quitter. Il commençait à m'insulter, à me battre comme il avait l'habitude, à me coller contre le mur. Et là, je lui mentis. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Il dit, s'il ne me laisse pas partir, il risque 20 ans de prison. Donc après, il m'a laissé partir. À 17 ans, je dormais dans des cabines téléphoniques. J'ai trouvé des foyers parfois, parfois pas. Parfois, on changeait, ou on se lavait, ou on mangeait, ou on dormait. C'était des lieux différents. Mais bon, ça valait la peine. Parce que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être libre et indépendante. Être libre, c'est s'autoriser à penser différemment, s'autoriser à briser le fil de la tradition, accepter les remises en question, ouvrir le dialogue. Quand je partais au pays, au Sénégal, en Mauritanie, je posais la question aux femmes, à savoir, est-ce que la petite a été excisée? Je me souviens encore d'une cousine avec sa petite fille qui devait avoir 3-4 ans. Et elle me dit, oui, elle a été excisée. Et je lui dis, mais pourquoi tu lui as fait ça? Parce que tu as assisté à la douleur, c'est quand même difficile. Et elle me dit, mais tu sais, j'avais pas le choix. Et je lui dis, mais au lieu de castrer ta fille, pourquoi tu ne l'éduques pas? Pourquoi tu ne lui mets pas quelque chose dans la tête? Si tu veux qu'elle soit quelqu'un de raisonnable et qu'elle fasse les choses de manière raisonnée, éduque-la. Et elle me dit, ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Voilà les conséquences de l'ignorance. Et l'acte de l'excision, c'est ça. C'est l'ignorance. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent, dans mon corps, j'ai la trace de la barbarie et de l'ignorance. Alimata est née en France. Son excision a été organisée lors de vacances au Sénégal. Elle était âgée de 5 ans. Certaines familles, déracinées, écartelées entre deux cultures, ont du mal à renoncer à cette pratique. Déjà, le fait d'avoir quitté leur pays pour arriver ici, c'est déjà une très grande déchirure pour beaucoup. Ces personnes ont le sentiment d'avoir laissé une partie d'eux-mêmes là-bas. Quand ils arrivent dans un pays, ils ne maîtrisent pas forcément les codes, il y en a certains qui ne maîtrisent pas la langue. C'est difficile, alors ils se rattachent à ce qui fait leur identité. Et ce qui fait que, souvent, les gens qui sont ici en Occident sont beaucoup plus attachés à leur tradition, à leur culture, que les gens qui sont là-bas. Parce qu'ici, il y en a pour certains, ils se sentent en danger. Et la peur première, c'est que leurs enfants ne leur ressemblent plus. Alors ils vont tout faire pour que leurs enfants leur ressemblent. Parfois même au détriment des enfants. Parce que vous ne pouvez pas être en France
vos enfants vont à l'école, vos collèges, lycées, et vouloir qu'ils soient comme si ils avaient vécu là-bas. Il y a une contradiction là-dedans. Et pourtant, il y en a certains qui sont encore là-dedans. Et je parle à l'heure actuelle en France. Hein. Je ne parle pas ailleurs. En France, grâce à un suivi médical régulier dans les PMI et les écoles primaires, la pratique de l'excision a diminué chez les fillettes. Mais le risque demeure pour les adolescentes qui repartent au pays pendant les vacances. Marion a longtemps travaillé pour les Nations Unies. Aujourd'hui, elle est déléguée générale d'un réseau d'associations et organise des actions de sensibilisation dans les collèges. Je m'appelle Marion Schaeffer, j'ai 34 ans. Je travaille sur l'excision depuis quelques années. J'ai commencé à m'y intéresser quand je vivais en Égypte, au Caire, où beaucoup de femmes sont mutilées. Et ça a été un vrai choc pour moi à l'époque. Je me suis aperçue en rentrant en France que c'était une thématique française aussi. En France, on estime que 3 filles sur 10, dont les parents sont issus de pays où on pratique traditionnellement l'excision, sont en danger chaque été. Nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de protéger les adolescentes qui ne sont pas encore excisées, qui vivent en France, donc des Françaises, d'origine guinéenne, sénégalaise, malienne, etc. Des adolescentes qui sont à risque. Parce qu'on sait qu'il y en a certaines qui risquent cet été, là, au mois de juin, de rentrer au pays pour aller voir leur grand-mère qui est malade, pour aller à un mariage ou juste pour passer les vacances et faire la fête, mais qui risquent une excision. Je voulais vous demander pourquoi les parents ils donnent un billet pour qu'elle aille au pays pour se faire exciser. Ils peuvent pas la faire exciser en France? En France, aujourd'hui, c'est complètement interdit par la loi. Il y a des amendes et des peines de prison pour les parents qui font exciser leurs enfants ou pour les exciseuses. Et ça, beaucoup de familles le savent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les adolescentes, donc des jeunes filles de vos âges, sont emmenées en voyage dans le pays d'origine de leurs parents et elles peuvent y subir une excision. Okay? Parfois, les parents le savent pas. Et les filles sont excisées par d'autres gens. Ça peut être une tante qui habite en Guinée, un oncle, un voisin, quelqu'un, voilà. Donc c'est pas forcément les parents qui sont malveillants non plus. Il y avait une question au fond. Mais si une personne elle se fait exciser dans son pays de l'origine de ses parents et ensuite elle revient en France et si elle va un jour dans un hôpital et il voit qu'elle s'est fait exciser, il risque une peine ou pas dans ces cas-là? Les parents? Oui. Si on contrôle la jeune fille avant le départ et qu'elle n'est pas excisée et qu'on dit aux parents attention, elle n'est pas excisée, n'allez pas la faire exciser pendant le voyage et qu'elle revient et que là, elle a subi une mutilation, là, les parents risquent une lourde peine, effectivement, de prison et une amende. S'il y a des années qui se sont passées entre-temps, la jeune fille a le droit de porter plainte. Et à partir de sa majorité, elle a encore 20 ans pour porter plainte contre les personnes qui l'ont fait exciser. Chadi? Mais les parents, normalement, ils sont censés vouloir le bien de leur fille. Pourquoi ils font ça? Il y a des parents qui connaissent pas les risques. Hein, d'accord? L'excision, c'est une tradition, c'est quelque chose qui existe normalement depuis 26 siècles, donc depuis super longtemps. Il y a plein de croyances autour des organes génitaux féminins. Quand je dis croyance, je dis pas religion. L'excision, c'est pas religieux. Alors il y a des gens qui vont vous dire ma religion c'est ça, donc c'est écrit dans les textes que je dois exciser. C'est faux. C'est écrit dans aucun grand texte. Et pourtant, si vous prenez certains pays d'Afrique, vous aurez aussi bien les chrétiens que les musulmans qui excisent. Si vous prenez l'Éthiopie, vous avez des juifs qui autrefois excisaient. Dans plein de pays, il y a des animistes. Enfin voilà. Donc c'est vraiment pas religieux, même si des gens parfois se cachent derrière la religion pour faire certaines choses. D'accord? Et il y a des gens qui vont vous dire, nous dans notre ethnie, on excise parce que sinon le clitoris de la femme, il va grandir, grandir, grandir. Et il va devenir plus grand qu'un sexe d'homme. Donc il faut le couper avant que ça soit le cas. Mais en fait, les gens ils gobent ça normal. On va leur dire que ça va grandir et ils vont dire « Ah, ça va grandir, donc on coupe. » C'est normal. Si, t'as tout à fait raison, mais je pense qu'après, on se cache aussi derrière les croyances, comme on se cache derrière la religion pour continuer à faire quelque chose et pas faire trop de remous en changeant les choses. Moi, je trouve ça bizarre, en tout cas. L'enfance et l'adolescence sont des phases décisives
dans la construction de l'image de soi. Pour les jeunes filles excisées qui grandissent en France, découvrir que leur corps est différent des autres est une épreuve de plus. Je m'appelle Mariam, j'ai 34 ans. Je suis originaire du Mali et je suis née en France. Vous avez été excisée en France? Oui. Comment vous l'avez su? Je l'ai su par l'intermédiaire d'une camarade de classe. C'était en primaire. On a été aux toilettes. Je l'ai accompagnée, enfin, à tour de rôle, on a fait nos besoins. Et puis, à partir de là, j'ai vu qu'elle avait quelque chose au niveau du sexe que je n'avais pas. Donc, je lui ai dit qu'elle avait un problème. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as là? C'est quoi? À partir de là, elle m'a expliqué que c'était son clitoris, etc. Je lui ai dit, mais non, c'est pas normal. Non, j'ai pas ça, etc. Voilà. C'est parti comme ça. Vous n'avez pas demandé à la maison ce qui s'était passé? Aucune question, j'avais que 6 ans, donc j'ai pas posé de questions à la maison. Et puis, je me sentais toujours normale, donc je pensais vraiment que c'était elle qui avait un problème, quoi. Voilà. Donc avec ça, je pouvais pas poser de questions, je pense. Donc j'ai grandi. Et quand j'étais adolescente, ça m'a créé trop de problèmes psychologiques, psychiques, moraux, de pas savoir ce que je veux, d'avoir peur, d'être complètement désorientée. Je pense que j'aurais pas eu ce problème d'excision-là, on m'aurait laissé tel que j'étais. Je pense pas qu'il y aurait eu tout ça. Aujourd'hui, vous avez un enfant. Est-ce que vous avez souffert physiquement au moment de l'accouchement? Au moment de l'accouchement, j'ai pas trop souffert. C'est après l'accouchement que j'ai souffert. Après, pendant plusieurs années d'ailleurs. En 2012, je me suis dit, c'est pas possible. Il doit exister une solution. C'est pas possible, je me suis dit, c'est pas possible, il doit exister une solution pour avoir un clitoris, etc. Parce que ça me pesait vraiment quand même, de pas en avoir. Parce que moi, on m'a tout retiré, hein, les clitoris et les petites lèvres, etc. Et jusqu'à ce que je croise une camarade de lycée. Et elle m'a dit qu'elle s'était faite opérer, etc. Et que franchement, qu'elle est trop heureuse, qu'elle est trop contente. Et donc, elle me conseillerait vivement de le faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre les démarches, en fait. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre Dr Foldes. Surnommé architecte du clitoris, Pierre Foldes, médecin militant, féministe, profondément humain, a mis au point une chirurgie réparatrice pour laquelle il est mondialement connu. Tout au long de sa carrière, il a reçu près de 15 000 femmes en consultation et réparé 5 000 d'entre elles. L'opération n'est pas une nécessité pour toutes les femmes. Pour lui, réparer, c'est avant tout leur expliquer, sans tabou, en quoi consiste le geste de l'excision. Alors, excision, c'est un geste qui est extrêmement variable d'une exciseuse à l'autre, d'un pays à l'autre, même d'un village à l'autre. Le principe est que la lame va emporter en fait la partie haute des petites lèvres et la partie émergente du gland du clitoris. Mais ce qui fait des dégâts, c'est ce qui va se passer après, c'est que cette petite fille ou cette jeune fille va se mettre à saigner, va s'infecter, et il y a une espèce de processus qui se met en marche qui va détruire une partie plus ou moins grande de cette région-là. Alors, le type 1, on a en fait une disparition partielle de ce qu'on appelle le capuchon et une petite blessure de la partie haute des petites lèvres. Donc ça, c'est le type 1, mais qui n'existe quasiment pas. Le cas le plus fréquent, c'est celui-là. On voit qu'il y a la partie haute des petites lèvres qui a été blessée. Et à la place du clitoris, il y a en fait une espèce de cicatrice de boule qui va contenir ce qui reste du clitoris. Donc ça, c'est l'excision la plus fréquente qu'on a beaucoup en Afrique de l'Ouest et on en voit des milliers et des milliers de cas. Et puis le type 3, qui est plutôt le fait de l'Afrique de l'Est, c'est un geste qu'on appelle l'infibulation ou la grande excision pharaonique, où on va là enlever physiquement les petites lèvres et une partie des grandes lèvres pour que ça se ferme complètement et qu'il y ait juste un petit orifice pour les règles et l'écoulement des urines, ce qui ne permet pas une vie de femme normale, quoi. Le résultat en termes de ce qui est ressenti par la femme
est en fait extrêmement variable. Vous avez d'ailleurs paradoxalement dans les types 3 des formes où elles ont été assez peu blessées du clitoris et elles peuvent avoir des conservations de leur sexualité clitoridienne. Et vous avez des types 1 où il y a eu théoriquement un geste minimal, et en fait c'est tout à fait faux. Il y a eu un traumatisme tellement violent et tellement mal ressenti par la femme qu'elle n'a pas plus du tout de sexualité clitoridienne. Dans cette chirurgie, on va utiliser très peu d'instruments. Nous avons cherché à la rendre la plus accessible possible pour pouvoir la transposer en Afrique. Donc cette femme est une Malienne qui a été victime d'une excision à l'âge de 7 ans et qui a une situation assez classique avec une absence totale de sensation. Elle a en plus une complication urinaire qui la gêne énormément et on va réparer ça aussi. Donc la première phase, qui est très rapide, va consister à enlever en fait la partie cicatricielle de l'excision. Et là, c'est une phase très belle, là où on voit réapparaître en fait le clitoris vivant. Et on va avoir la surprise, dans quasiment tous les cas, de retrouver un organe qui n'est presque pas blessé. Est-ce qu'il y a des excisions qu'on ne peut pas réparer? Non, théoriquement non. Et un clitoris normal, ça fait 11 cm. C'est un organe assez compliqué et assez grand. Les exciseuses, même si elles font apparemment une excision grave, elles vont couper 3 à 5 mm de ces 11 cm. Et il se trouve que juste derrière, les troncs principaux, c'est-à-dire ceux qui contiennent vraiment les circuits du plaisir et de la sensation, sont respectés. Le but de la chirurgie est de reconstituer un organe le plus normal possible, mais surtout fonctionnel. C'est pas du tout de la chirurgie esthétique, hein. Cette notion de normalité, de je ne suis pas entière, est quelque chose qui ressort en permanence des consultations préopératoires. Le but premier, en fait, est de leur offrir ce dont elles ont besoin. Alors, ce dont elles ont besoin, c'est d'abord de l'écoute. Ensuite, ça peut être effectivement un suivi psychologique, un suivi sexologique, mais aussi une réparation. Et même quand cette réparation a lieu, ce qui est le cas par exemple pour cette femme, il va falloir l'accompagner après, éventuellement de nombreux mois, parce qu'elle va vivre une expérience absolument unique, où déjà son corps va changer, normalement dans le bon sens, et elle va avoir à réapprendre, à se réapprendre. Et donc ça ne se fait pas tout seul. Il faut de la patience, il faut de la bienveillance, il faut beaucoup d'écoute. Et c'est l'ensemble de ces processus qui fait qu'on arrive, nous pensons, à leur rendre service. Là, j'ai réimplanté le clitoris, le nouveau gland. Je le remets dans la position normale. Je recrée les plans superficiels de couverture qu'on appelle le capuchon. Et là, l'intervention est quasiment terminée. Donc cette dame a retrouvé et ses petites lèvres et le clitoris. Eh ben, t'as fait vite, hein? Ça va? Ça va, ça va. T'as fait un bon truc là? Oui. Ça a été le bus? Oui, ça a été. Ok, super. Ouais. Super. Ouais, mais il fait trop chaud. Il fait chaud? Oui. Fanta, aujourd'hui, comment vous en sortez par rapport à l'excision? Moi, j'ai découvert qu'il y a le professeur Foldes qui faisait les réparations. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai pris les coordonnées, j'ai appelé le cabinet du docteur Foldes. J'ai eu tout de suite un rendez-vous au secrétariat. Ben, malheureusement, plusieurs fois de suite, j'ai annulé le rendez-vous. L'appréhension toujours du sang, de l'excision, les souvenirs. Troisième rendez-vous, je me suis dit, ben, il faut que j'y aille quand même. Et la semaine suivante, j'ai été au rendez-vous avec le professeur Foldes. Quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai dit, ben, je vais le faire. Parce qu'il m'a tout de suite rassuré. Il m'a fait la visite en me disant, ben, c'est bon, on peut te réparer.
L'opération a duré juste une demi-heure. Hein. Donc, du coup, quand j'étais dans la salle de réveil, j'ai eu un truc. J'avais jamais vu ça. Je me réveille et tout d'un coup, j'étais là, un peu dans les vapes. Hein, et tout d'un coup, je sens quelque chose qui me tire, que je sens en bas. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Donc, vraiment pas discrètement du tout. Heureusement, j'étais seule dans la chambre. Et puis après, quand le médecin est venu me voir pour me dire que je pouvais rentrer, je lui ai demandé, je dis, mais docteur, j'ai eu quelque chose qui m'a tiré en bas, que j'ai senti très très fort. Il m'a dit, ben oui, ça veut dire que mon travail commence à marcher. Ouais, ouais. Et le plaisir, il revient? Ah, Seigneur Dieu, tu dis ça. C'est quelque chose. Oui. Donc, ah Seigneur, donc la sensation a continué à grossir. Plus je cicatrisais, plus je sentais ces clitoris qui bougeaient. Parce que bon, moi, je n'avais jamais connu ça. Hein. Je n'avais pas de clitoris, je ne savais pas de sensation, j'avais rien. J'ai vraiment guéri au bout d'un an. Le clitoris, il est là, quoi. On sent qu'il est là, il se dresse, il a sa place. Et il est là, et il joue bien son rôle. Donc, du coup, j'ai conseillé à ma sœur de cœur, donc Dr Foldes, à réparer le clitoris qui fonctionne bien. Voilà. Donc, ça y est. Hein. Ça fonctionne bien. Au départ, elle a cru que même c'était un problème. Oui. Je suis allée lui voir très vite là. J'ai dit, monsieur, allons-y là-bas dans votre bureau, il y a un problème, gros problème. Voilà. Dès que je lui explique, il dit, mon travail a marché. Donc tout va bien. Voilà, tout va bien. Je suis dans un autre monde. Je vole. Les rires de Fanta et de son ami me réjouissent. Jamais je n'avais entendu des femmes parler de leur clitoris et du plaisir avec une telle spontanéité. Retrouver un organe disparu, s'approprier un nouveau corps, découvrir le plaisir clitoridien est pour beaucoup le premier pas vers la reconstruction. La douleur physique, elle était là pendant très très longtemps. C'est la réparation qui m'a permis de redevenir entre guillemets normal. Parce que je pense qu'on ne le redevient pas parfaitement, même s'il y a la réparation. On dit réparer, ça ne redevient pas comme si c'était avant. Il y a quelque chose qui a été arraché, amputé. Vous revenez jamais comme avant. Non. Après, vous faites avec. Vous faites en sorte d'accepter votre corps. Moi, au début, je ne comprenais pas. Hein. Quand on me disait il faut que tu acceptes ce que tu as subi, j'avais le sentiment que accepter, ça voulait dire approuver. Et là, je me disais non, moi, je ne veux pas accepter ce que j'ai subi. Non, il est hors de question que j'accepte cela. Mais on m'a dit, mais si tu n'acceptes pas, tu seras toujours dans cette espèce de rage que tu as en toi. Tu ne seras jamais apaisé et tu continueras à tourner en rond. J'ai pas d'haine. Il y a des personnes, ils sont en colère. Contrairement, moi, je suis apaisée. J'ai pardonné tout ça. On n'oublie jamais, en fait. Moi, je fais tous les jours en sorte de me reconstruire, d'aller vers l'avant. Et je sais que j'ai tellement l'odeur des coutumes, des traditions qui sont en nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se détacher. Mais on peut lutter pour vivre autrement. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je me suis battue pour que mes frères et sœurs, les enfants de ma mère, ils puissent aller à l'école. On est 7, c'est ma mère, pour qu'ils soient indépendants et qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de choisir. Lutter contre l'excision. Lutter pour se reconstruire jour après jour. Lutter pour vivre autrement et avoir le droit de choisir. Ces mots prennent tout leur sens. Le courage de ces femmes m'impressionne. Les rencontrer a transformé ma vision de la féminité, de la sexualité et de la liberté. Aucune religion, aucune tradition ne doit nous blesser dans nos corps, dans nos âmes.
exciser c'est pas bon. Oui, oui, oui. Exciser c'est mutiler. Arrêtez de mutiler. Exciser c'est pas bon. Oui, oui, oui. Voilà, retour sur le plateau d'Infrarouge après ce film signé Mireille Darc et Nathalie Amselem. Avant de recevoir nos invités, je vous rappelle deux choses. D'abord, ce film, vous pouvez le revoir pendant 30 jours sur le replay documentaire de France 2. Et juste après le débat, nous vous proposons de voir ou de revoir 4 films documentaires signés Mireille Darc, réalisatrice engagée à qui nous rendons hommage ce soir. Bonsoir Frédéric Martz, bonsoir Dr Foldes. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous sur le plateau d'Infrarouge. Alors, vous êtes indissociables, je reprends votre mot parce que c'est comme ça que vous le dites. Vous avez commencé à travailler ensemble, vous êtes rencontrés en 2008 et puis vous avez monté en 2014 le Women's Safe Institute, qui est un institut qui aide ces femmes à se reconstruire corps et âme. On va y revenir parce que les deux dimensions sont importantes. On estime aujourd'hui à 165 millions, quand j'ai vu le chiffre, je suis tombée de l'armoire, le nombre de femmes excisées dans le monde. Vous m'avez dit, Frédéric Martz, nous menons un combat. Quel est ce combat ? Le combat, c'est déjà d'éviter de stigmatiser l'excision, parce que je pense que c'est une violence parmi toutes les autres violences faites à la femme. Et c'est important de ne pas y mettre un focus sur finalement des femmes qui viennent d'Afrique, d'Inde. C'est important de les intégrer dans un combat commun pour remettre ces femmes à la bonne place dans la société. Alors, on dit excision, parce que c'est le mot qui est employé. On dit aussi, c'est bien de le rappeler, mutilation génitale, parce que c'est une mutilation. Docteur Foldes, vous êtes chirurgien, vous êtes urologue, vous avez pratiqué la chirurgie sur des terrains de guerre à travers le monde. Vous avez vu 15 000 femmes en consultation. Vous en avez réparé 6 000. Ça veut dire quand même qu'il y en a 9 000 que vous n'avez peut-être pas pu réparer. Ça veut dire aussi que l'on peut imaginer à des dizaines de milliers de femmes excisées qui ne viennent pas jusqu'à vous et qui ne savent peut-être même pas qu'elles sont excisées. Eh bien, souvent, elles ne le savent pas parce qu'elles ont subi un traumatisme, elles le cachent un peu. Comme l'a dit Frédéric, une femme victime d'excision, c'est une femme victime de violence, donc elle a subi un traumatisme, elle est le plus souvent dans un silence, et non seulement elle ne le sait pas forcément, mais les professionnels de santé qu'elle va être amenée à voir, ou les personnes qui pourraient intervenir, souvent ne vont pas avoir une réaction adaptée, parce que c'est quelque chose qui a toujours été tabou, caché. C'est-à-dire, ils ne vont pas le leur dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oui, mais même vous avez des gynécologues ou des sages-femmes qui sont soit gênés, soit ne vont pas pouvoir le reconnaître. Et quand une femme comme ça se pose une question et rencontre un professionnel, elle ne peut pas comprendre que le professionnel ne comprenne pas. Et donc, ça va aggraver les choses. Et effectivement, c'est exceptionnel et très, très important qu'on en parle ce soir, parce que c'est tellement peu connu que déjà la connaissance va faire progresser les choses pour ces femmes. France 2, de toute façon, et France Télévisions est très engagée pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous opérez, Dr Foldes, ces femmes, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a la reconstruction physique, il y a aussi la reconstruction psychologique, qui est aussi importante. Vous m'avez dit avoir une approche holistique de ces drames qu'elles vivent. Alors, c'est pas moi qui l'ai, c'est nous qui l'avons ensemble. C'est justement toute l'idée de l'Institut et ce qu'a apporté Frédéric, l'approche et toute l'équipe qu'elle mène, c'est de considérer qu'une femme victime de violence et une femme victime de mutilation sexuelle, elle a besoin de beaucoup, beaucoup de choses. Je ne les pousse pas du tout vers la chirurgie. La chirurgie se fait si elle répond à un certain nombre de critères, si elles sont demandeuses. Mais la chirurgie ne suffit en aucun cas. Il ne faut surtout pas la mettre en avant. Elles vont avoir d'abord à libérer beaucoup de choses avant. Et comme il s'agit de reconstruire, on préfère ce mot de reconstruction complètement, une femme, son identité, sa sexualité, l'image qu'elle a d'elle-même, sa place dans la société, eh bien, il n'y a pas que la chirurgie. Et il va falloir traiter tout ça en même temps et l'accompagner. Pour ça, il faut un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble. Contrairement à ce qui se passait avant où j'étais un peu tout seul, le fait de rajouter cette prise en charge globale a vraiment tout changé. Frédéric Martz, est-ce que c'est, je mets le mot entre guillemets, aussi facile pour toutes les femmes d'en arriver à ces conclusions, c'est-à-dire à ce recul sur soi, ce recul sur les événements? Comment ça se passe pour toutes celles qui ne sont pas dans le film, justement? Les femmes qui viennent nous voir aujourd'hui sont des femmes qui n'ont jamais parlé de leur excision
avant d'arriver chez nous. Elles s'interrogent mutuellement, tu es excisée, mais ça s'arrête là. On ne va pas dans les détails d'une mutilation sexuelle ou d'une pratique, comment ça s'est pratiqué. Et je crois que Mireille, dans sa manière de vouloir traiter le sujet, elle y a montré tout de suite une solution qui est une solution assez performante, puisqu'on parle de la chirurgie, mais ces femmes qui se sont exprimées ne sont pas le reflet de toutes les femmes que nous voyons aujourd'hui, puisque certaines ne prendront peut-être jamais la parole en public comme elles l'ont fait, certaines n'écriront jamais des livres comme certaines l'ont fait, même si on a reconnu dans ce reportage au moins 3 femmes qui sont passées au centre, vous avez constaté qu'aucune n'a parlé du bénéfice qu'elles ont eu de ce suivi psychologique. Je pense que c'est des femmes qui ont besoin de parler, simplement. On dit souvent sous un arbre à palabres, parce qu'en Afrique ça se passe comme ça, c'est finalement parler de tout et de rien, de se libérer de ce sexe qui a été blessé, de parler du sexe de manière tellement libre que quand nous organisons des cercles de parole multi-violence, les femmes qui ne connaissaient pas l'excision, qui entendent parler de clitoris pendant un cercle de parole, ces autres femmes qui sont victimes d'autres formes de violence, c'est tout bénéfice pour elles. C'est important de pouvoir libérer cette parole et cette liberté de parler de son sexe. Docteur Foldes, donc soyons très clairs, c'est-à-dire qu'une femme qui a été excisée, qui vient vous voir, vous trouvez une solution chirurgicale, elle se réveille après l'anesthésie, il faut être clair, sa vie n'est pas immédiatement changée, bouleversée, et tout va bien, et elle peut partir sur de nouvelles bases. C'est pas aussi simple que ça. C'est simple, mais comme le dit Frédéric, parce que souvent elle est juste après en post-opératoire immédiat, il y a des changements immédiats qui se passent. Il y a des choses qui s'est passées. Oui, c'est ça, on l'a vu dans le film, on a compris qu'il y avait certains changements qui étaient mais immédiats. effectivement, je ne dirais pas tout reste à faire, mais effectivement, c'est un tel changement. Il faut d'abord considérer que quand on excise un clitoris, on va abîmer entièrement la vulve. Donc il y a beaucoup de traumatismes qui sont surajoutés au cours de la vie de la femme. On blesse ses petites lèvres, on blesse son périnée, il y a d'autres complications urinaires, infectieuses. Et donc c'est une chirurgie qui n'est pas uniquement le clitoris, on va essayer de tout réparer. Et donc quand on répare tout, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup... Le changement d'image est très très important, le traumatisme est à traiter. Et il faut traiter tout ça, donc sur du long terme. Il y en a qui y arrivent très rapidement, qui vont retrouver une sexualité assez rapide, mais il y en a qui nécessitent vraiment un accompagnement très long, très, très personnalisé. Et encore une fois, ça change tout de le faire. Parce que quand on forme les chirurgiens, d'ailleurs, il faut les persuader de ça, qu'ils ne sont pas au centre de l'histoire. Ils vont être un maillon d'une chaîne, et il faut respecter la chaîne, parce qu'une femme, c'est un tout. D'ailleurs, les exciseurs l'ont bien compris, ils vont symboliquement toucher à quelque chose, mais ils vont la détruire entièrement. Et si on veut prétendre leur tendre la main, et comme l'a compris Mireille, les accompagner dans une réparation, il va falloir répondre à tout, et c'est une magnifique histoire. Frédéric Marx, quel est le pays le plus protecteur pour les femmes et pour justement qui lutte le mieux contre les violences faites aux femmes? En France, on a l'habitude de se targuer d'être souvent assez en avance, mais il semblerait que sur ce sujet, par exemple, la Grande-Bretagne soit devant. Est-ce qu'il nous reste, nous, des progrès à faire? Je pense qu'on est plutôt avant-gardiste. D'ailleurs, dans ce film, Mireille était allée voir dans son reportage, ou en tout cas dans son investigation, le maître Linda Velcuriel, qui est l'avocate qui a effectivement réussi à dénoncer cette pratique et à l'énoncer comme un crime. Mais Pierre, je pense qu'il aura des éléments en tant que chirurgien, c'est important de... Oui, alors justement, ça remet la véritable dimension holistique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute une dimension sociale, juridique, droit de l'homme. Droit de l'homme, c'est amusant de le dire comme ça d'ailleurs. Donc la France, effectivement, sur le plan juridique, a été vraiment en avance, on était les premiers à criminaliser. Toute notre démarche, c'est d'inclure ces femmes victimes de mutilation dans une prise en charge de femmes victimes de violences. Parce qu'en plus, elles sont victimes d'autres violences. Et donc il y a 2 pays qui sont un peu en avance, c'est le Canada et la Belgique. Qui sont 2 pays francophones. On travaille beaucoup avec eux, on a beaucoup à apprendre d'eux, mais sur les autres plans, je crois qu'on est, Frédéric a raison, on est assez en avance. Sur l'excision, en tout cas, si, c'est certain. La justice et l'inventeur, c'est quand même un Français qui a inventé cette méthode de réparation. Et je pense que c'est important de fanfaronner à ce titre-là. Alors merci à l'inventeur. Docteur Foldes, un mot de la place des hommes. On l'a vu dans le cercle de parole, dans le film de Mireille d'Arc. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer après.
Avant et après, et toujours, parce que le problème de genre est tellement gigantesque et important que si les femmes et les hommes s'y mettent pas en même temps, on n'y arrivera jamais. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce qui se passe à l'Institut. Et Frédéric voit beaucoup les partenaires et les hommes en post-opératoire. Et donc, ça a apporté énormément de choses, de libérer la parole des hommes et de travailler avec eux. Alors, si vous vous adressez à eux directement ce soir, Frédéric Marx, comment peut-on les orienter pour qu'ils aident au mieux leurs femmes, leurs sœurs, leurs amis à s'en sortir après? J'ai juste une réponse, c'est de reconsidérer que la femme est une personne, qu'il faut la reconsidérer dans son entièreté et la respecter. Son corps est à respecter, elle portera leur enfant. Et quand un homme peut aujourd'hui prétendre qu'il a essayé une femme excisée et une femme non excisée, pour moi c'est extrêmement violent, parce que la femme, une fois excisée, elle ne peut pas essayer ou essayer autre chose que de supporter les douleurs dans lesquelles elle est aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur le plateau d'Infrarouge. La soirée hommage à Mireille Darc, réalisatrice engagée, se poursuit maintenant sur France 2 avec 4 documentaires que vous allez pouvoir voir ou revoir. Je vous rappelle que tous les films qui vous sont présentés ce soir, eh bien vous les retrouvez sur le replay documentaire France 2 pendant 30 jours. À tout à l'heure.